Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Maison des Artistes. Donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour ces moments d'échange et d'information avec vous et avec nos intervenants. Aujourd'hui, nous vous proposons un webinaire sur le thème les bonnes pratiques de facturation, animé par Andrés Gleichner, CEO et cofondateur chez notre partenaire Factomos. Donc, de la facturation papier à la facturation électronique, découvrez des bonnes pratiques pour se faire payer rapidement. Donc, juste pour présenter rapidement Factomos, c'est une solution en ligne de facturation spécialisée pour les artistes auteurs, mise en place afin de faciliter la création de devis, la gestion du précompte et du 1%, 1,1% diffuseur. Voilà, donc votre adhésion à la Maison des Artistes vous permet de bénéficier d'une réduction de 20% sur votre abonnement, et ce, tous les ans. Avec nous ce soir aussi pour modérer et animer ce webinaire, Capucine Nisol, qui est chargée de communication 360 à la Maison des Artistes, et Victoria Corda, qui devrait nous rejoindre prochainement et qui, elle, est chargée de renseignement. Donc je passe la parole à notre intervenant du soir, Andrés Gleisner. Bonsoir Andrés. Bonsoir Antoine, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce Très que la bien. réception est bonne? Très bien. Donc, merci pour cette invitation à l'équipe de la Maison des Artistes. Effectivement, comme tu l'as dit Antoine, je suis un partenaire de la Maison des Artistes depuis une bonne dizaine d'années. Moi-même, je suis issu de la Maison des Artistes, donc je suis un artiste qui est par ailleurs aussi entrepreneur. Du coup, dès que j'ai commencé cette histoire de la facturation, j'avais toujours en tête l'histoire du précompte parce que moi, à mon époque, j'avais mal compris, ça m'avait pris des années pour comprendre les précomptes, donc j'avais tout fait pour que ça soit très clair et très compacté à chaque fois qu'on me faisait une facture. Donc aujourd'hui, je vais partager mon écran si vous voulez bien. Je vais lancer la présentation. Est-ce que, vous me dites? Paf. Est-ce que là, on est en plein écran? C'est très bien pour moi. Dans le chat, n'hésitez pas à dire, à poser vos questions aussi et à dire si il y a des problèmes techniques. Mais moi, de mon côté, c'est parfait. Tu peux y aller, je pense. OK, très bien. Donc, 1re chose pour tous les artistes et les créatifs qui m'entendent, et toutes les diapositives, ils ont un petit numéro de question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à noter le numéro, heu, qui correspond à la diapositive pour pouvoir ensuite revenir dessus. Donc, qui je suis? Je suis Andrés Gleixner, fondateur de cette solution de facturation en ligne qui s'appelle Factomos. Je suis par ailleurs artiste aussi, donc là, on voit une photo de moi-même dans mon atelier à l'époque, et disons que 15 ans après, parce que ça fait 15 ans que je suis dans ces secteurs de la facturation en ligne, heu, aujourd'hui, je viens à vous avec une petite liste des meilleures pratiques que j'ai identifiées auprès de mes clients tout le long de ces 15 années, notamment des artistes, parce qu'on a beaucoup de clients artistes, mais pas que. Donc je pense qu'on fait partie d'une famille qui vend des services et des produits qui sont très liés à nous-mêmes. Donc on a toujours un rapport à l'administratif et à la facturation qui s'approche beaucoup à l'exacerbation par l'émotion. Des fois, on ne va pas comprendre certains sujets, donc on va s'énerver, on va s'agacer et on va se fermer les portes. Bon, je peux vous dire qu'après 15 ans de métier, alors 1re chose, pour moi, un artiste, c'est un entrepreneur. Donc Heu, n'ayez pas crainte de vous voir comme un entrepreneur. Un entrepreneur qui monte une affaire et un artiste, ils ont les mêmes devoirs administratifs, donc ils sont à gérer les mêmes problèmes, et j'ai envie aussi de parler rapidement sur la partie phobie administrative parce que c'est un sujet qui revient souvent. Je pense que c'est un fantôme, c'est une fausse idée que l'on se fait parce que des artistes avec qui j'ai eu à accompagner, tous les long de ces années, souvent ce n'est qu'une question des connaissances. Donc, ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne le fait pas que c'est difficile. Du coup, quand on ne connaît pas les sujets, évidemment, on se ferme un petit peu et on a du mal à y aller. Alors la bonne nouvelle, c'est que bye bye les papiers, donc tout ce qui était administratif compliqué s'est complexifié encore plus quand on était dépendant d'une pièce de papier, parce qu'on pouvait la perdre, parce qu'on ne savait pas laquelle c'était, et cetera. Alors qu'aujourd'hui, avec l'informatique, c'est beaucoup plus simple. Ça se complexifie côté technique, mais ça se simplifie côté usage. Donc vous pouvez dire qu'aujourd'hui,
La phobie administrative n'a plus de sens quand on a une application qui s'occupe de cela. OK? Faites-moi un petit feedback sonore, Antoine, parce que je C'est vois parfait, ouais, je me on vois pas t'entend moi. très bien, ouais, ouais. OK, très bien. Je continue. Donc la base est la base. Qu'est-ce que c'est qu'une facture? Alors une facture, je pense que la plupart des gens, le savent, c'est un document qui justifie une transaction. Une transaction, c'est donc un échange entre 2 entités et s'il y a pas ces papiers, ça s'appelle du black et si c'est du black, ça veut dire que c'est illégal. Donc, la facture, c'est un document qui justifie la transaction et qui, vous accompagne aussi sur toute la partie déclarative avec les impôts et la comptabilité. Mais aussi, c'est un document qui vous protège. Parce que si jamais vous avez un problème, par exemple, un client qui vous mène devant un tribunal de commerce, c'est la facture qui va pouvoir attester que tout ce que vous avez fait, ça a été tracé et que ça a été, fait dans les formes. D'accord? Donc, c'est un document qui peut aussi vous protéger en cas des contrôles fiscaux. Ce qui implique certaines règles, comme par exemple, une facture, c'est un contrat entre 2 personnes, donc il faut que les 2 ils aient la même chose. On ne peut pas modifier une facture une fois qu'on l'a faite. D'accord? Allons-y donc dans les bonnes pratiques. Alors, je vais respirer un peu parce que j'ai même un petit peu le trac, ça m'arrive encore, même si j'ai déjà fait plein de webinaires. Mais bon, bref, allons-y. Les bonnes pratiques des facturations. Alors, c'est bête, mais c'est vrai. Faites des factures conformes. Donc, tout le long de ces années, j'ai vu des gens faire des factures, se les faire rejeter parce qu'il manquait une donnée, parce qu'il manquait une info ou parce que c'était pas complète. Donc, c'est très important que vous respectez les mentions obligatoires dans les factures. Avant, c'était plus compliqué parce qu'il fallait chercher, un papier, il fallait chercher les infos. Aujourd'hui, c'est très facile, il suffit d'une recherche sur internet et vous trouvez les mentions obligatoires. Là, dans le document que vous voyez là, on l'a mis avec Antoine en téléchargement en bas, en PDF, donc vous pouvez le récupérer. Donc, vous avez un lien qui pointe vers la liste complète. Alors, sachez que une mention importante, pour les factures, c'est la double chronologie. La double chronologie, c'est ce que les fiscs attendent de vous. La double chronologie, ça veut dire que vos factures doivent se suivre dans le numéro, mais elles doivent se suivre aussi dans la date. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire des factures antidatées. On ne peut pas faire une facture plus ancienne qu'à l'intérieur. OK? Donc, encore une fois, si vous avez des doutes sur les contenus de vos factures, n'hésitez pas à chercher des modèles en ligne. Un point de cadrer vos pratiques. Alors, premier sujet concernant les artistes, c'est le précompte. Je pense que beaucoup d'entre vous, les nouvelles générations depuis 2 ans ne sont pas tenues à faire du précompte. Donc, c'est un sujet qui concerne plutôt les générations des 3-4 ans en arrière. Alors, quand on commence avec la maison des artistes, on a à gérer le précompte. Aujourd'hui, je pense que l'informatique aide beaucoup. Donc, on a de moins en moins besoin de faire appel au précompte. Donc, la préconisation que je ferai en lien avec la maison des artistes, parce on en a parlé, c'est allez-y tranquillement vers la professionnalisation et n'hésitez pas à passer par la dispense de précompte. C'est-à-dire que plutôt que de gérer en triangle via un diffuseur, vous gérez vous-même vos affaires avec vos clients. Deuxième, 2 chose, intéressante, c'est que, hem, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs chez les artistes qui oublient de noter le EI. EI, ça veut dire entrepreneur individuel. Quand vous faites des factures et que vous êtes à votre nom propre, vous devez mettre E.I. C'est très important, c'est ce que le fisc attend de vous. Aussi, pour les artistes qui font des notes d'honoraires. Alors, il se trouve qu'il y a des organismes qui veulent voir les mots facture dedans. Alors, on est d'accord qu'une note d'honoraire, c'est une facture un peu différente, mais c'est une facture quand même. Donc, pareil, une préconisation qu'on fait avec la maison des artistes, c'est de mettre toujours note honoraire, mais ajouter facture de note honoraire. Les mots facture figurent, comme ça tout le monde est content. Et ça ne change pas la nature de la note honoraire. Aussi, heu, j'ai eu affaire à certains clients aussi qui m'ont dit, «J'ai vendu une œuvre à un particulier et il me dit qu'il ne veut pas la facture».
Alors, erreur, vous devez faire des factures quoi qu'il en soit. Même si vos clients ne le veulent pas, vous devez consigner votre activité sur un document. C'est la règle. Donc si vous ne faites pas de facture, vous êtes dans l'illégalité, malheureusement. Ensuite, une question qui vient souvent, c'est combien de temps il faut garder les factures? Alors la réponse, elle est dans vos mains. Quand vous mettez les mains comme ça fait 10 ans. La TVA. Alors là, je pense qu'il va y avoir des questions à la fin du webinaire. La TVA, donc, va varier selon la vente. Bon, ça, c'est la TVA propre à l'activité des artistes-auteurs. C'est 20% dans tous les cas, sauf quand c'est une œuvre originale, là c'est 5,5, ou quand c'est une cession de droit d'auteur, que c'est 10. Mais la vraie question, c'est à quel moment on met la TVA et est-ce qu'on la met? Donc, pour les gens qui démarrent, ça c'est la première question qu'ils vont se poser après le précompte, c'est quand c'est qu'on va payer la TVA. Alors, j'ai arrondi le chiffre, je pense que les chiffres vous les connaissez, c'est 47 700, c'est écrit en bas tout petit. Donc, tant que vous n'atteignez pas ces 48 000 euros de chiffre d'affaires, vous êtes exonéré. Donc, vous mettez la TVA à zéro. Ça ne veut pas dire que vous ne l'affichez pas, c'est que vous pouvez la mettre à zéro. Et vous devez mettre la phrase qui apparaît à l'écran, donc la TVA non applicable. Ensuite, si vous dépassez les 48 000 et que vous êtes en dessous de la barre des 60 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez passer à la TVA, mais l'année fiscale suivante. C'est-à-dire que vous êtes dans les marchepieds pour l'année d'après. En revanche, si vous dépassez les 60 000, ben là, vous êtes obligé à facturer la TVA tout de suite. Euh, je pense que c'est assez clair. Je ne sais pas s'il y a des questions là-dessus. Bon, on verra après. Ensuite, point 1.4, est-ce que doit-on utiliser un logiciel, oui ou non? Alors, je vais répondre à la question tout de suite. La réponse est oui. En 2018, quand il y a eu la loi antifraude à la TVA, que je vais vous expliquer juste après, 40% des entrepreneurs faisaient encore des devis et factures sur Word et sur Excel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans l'année 2018, il y a une loi qui est sortie pour éviter la fraude à la TVA. Qu'est-ce que c'est la fraude à la TVA? Il y avait des commerçants qui avaient des caisses qui faisaient des ventes à 20% de TVA toute la journée. Et les soirs, quand tout le monde était parti, ils mettaient la TVA des 20, ils la mettaient à 5,5. Donc ils modifiaient le taux de TVA qui faisait qu'ils faisaient un petit delta qui se mettait dans la poche. Ça, c'est ce qu'on appelait la fraude à la TVA. Et donc, qu'est-ce qu'a fait cette loi? Elle a obligé tous les logiciels des caisses à se certifier. Certifier comme quoi on ne pouvait pas modifier les taux de TVA. Et par ricochet, ça a touché le logiciel de gestion. Un logiciel de gestion, c'est là où on va gérer des vieilles factures, par exemple. D'accord? Donc, quelle est la définition d'un logiciel de gestion? C'est quand il y a une récurrence de la création de documents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites une facture sur Word ou une facture sur Excel, tout va bien, vous pouvez les faire. Mais dès que vous faites la deuxième facture, là, vous transformez Excel dans un logiciel de gestion. Et qu'est-ce que doit faire un logiciel de gestion dans le cas de cette loi? Il doit produire une attestation de conformité en cas de contrôle fiscal. Et bien évidemment que Word ni Excel, c'est pas leur vocation de faire des attestations, c'est pas leur problème. Donc moi je vous dirais, une des raisons pour laquelle ne pas le faire, c'est vous êtes désemparé en cas de contrôle fiscal. Après, en termes des logiciels, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui viennent de l'étranger aussi. Donc, si jamais vous choisissez des solutions à l'étranger qui peuvent être très intéressantes, vérifiez s'ils sont conformes avec la fiscalité française. C'est très important. Il y a un gros acteur qui s'appelle QuickBooks, qui est arrivé il y a 5-6 ans dans le marché français, qui a tout fait pour rentrer dans le monde des experts comptables et qui est parti l'année dernière. Ils n'ont pas supporté la charge administrative de la fiscalité française. Donc, faites attention avec les logiciels étrangers, en tout cas hors France, pour ces raisons-là. Nous, on a hérité beaucoup des clients qui partaient des QuickBooks, justement parce qu'ils se sont retrouvés désemparés. Sinon, l'offre des logiciels français, elle est très complète. Vous pouvez trouver de tout. Il y a des logiciels gratuits, il y a des logiciels pas chers, il y a des offres qui sont intéressantes pour découvrir, il y en a d'autres qui sont plus complets, plus chers. Mais bon, en tout cas, si vous avez des questions, moi, ravi d'y répondre pour cette partie-là.
qu'il y a des questions? Bon, j'imagine que ça va être écrit. Alors, effectivement, là, par exemple, j'ai une question de Lisa et de Céline qui a fait la même chose. Elle dit, si je crée ma facture sur exemple avec un modèle que je me suis créé moi-même, est-ce légal comme logiciel? Si vous la faites une fois, oui, mais si vous faites la deuxième, non. Parce que vous transformez InDesign, qui est un logiciel de mise en page, dans un logiciel de gestion. Et les fiscs français attendent que les logiciels de gestion produisent une attestation. Allô? Oui, ok. Une autre question de Aurélie, Aurélia, qui nous dit quelle est la différence entre la facture de note d'honoraires et la note d'heure. C'est une bonne question. Je pense que c'est la maison des artistes qui doit répondre. Oui, d'accord. Effectivement, Je pense que les 2 euh, sont des factures, mais c'est la nature peut-être qui est différente, mais c'est des factures quand même. on va regarder sur notre site internet qui fourmille de réponses à ce genre de questions. On va Exact. rechercher, on va essayer de vous la retrouver, Aurélia, et de vous la transmettre dans le chat. Ouais, bah, écoute, on peut continuer, hein, si c'est bon pour On toi. continue. Donc, assurer la trace de votre facture. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Heu, c'est ce qu'on appelle la PAF, la piste d'audit fiable. C'est-à-dire, heu, vous devez considérer que toute facture est un aboutissement de quelque chose et c'est quelque chose, vous devez pouvoir les tracer. Par exemple, imaginez problème, un client qui vous dit, «Je ne vais pas vous payer votre facture». Vous dites, «Non, non, non, vous devez la payer, on s'est mis d'accord et cetera». Ça va au tribunal des commerces et les clients dit: «Non, moi j'ai jamais dit oui à cette facture, c'est la personne qui me l'a envoyée, mais il attend que je paye, mais j'ai jamais dit oui». Si vous dites au juge du tribunal: «Ah oui, mais on s'est mis d'accord par téléphone», vous êtes mort, ça va pas vous aider. La seule chose qui va vous aider, c'est que vous ayez la trace de tous les échanges qui ont été répertoriés. Donc la piste d'audit fiable, c'est c'est un collier de perles de tous les documents qui ont attesté de l'aboutissement qu'est la facture, d'accord? Donc, il y a le devis pour commencer, après il y a ce qu'on appelle un bon de commande, ça c'est quand les clients vous renvoient une confirmation. Ensuite, il y a un bon de livraison si jamais vous livrez des objets ou des produits. Vous allez livrer, vous faites signer et ensuite vous faites la facture et vous conciliez le paiement, d'accord? Alors là, j'ai mis 3 flèches pour vous dire, dans les cas des services en général, on se contente d'un devis signé. Attention, c'est très important que le client signe le devis ou bien qu'il réponde par mail: «Bon pour accord» et ensuite ça génère la facture et on a le paiement. Donc, quoi que vous fassiez, gardez la trace qui amène à la facture, d'accord? Heu Bien évidemment qu'il y a des moments où, par exemple, on va générer la facture après paiement. Voilà, dans ces cas-là, il y a pas de sujet. Mais si vous attendez un paiement, ayez les bons réflexes de passer par un débit d'abord. Alors, la PAF sert à justifier l'authenticité, ça veut dire que c'est une vraie facture, ça vient de tout un processus qui est réel. L'intégrité, ça veut dire que ce que vous avez fait au début, c'est reflété à la fin et que ça n'a pas été modifié en cours de route. Et la lisibilité qui est comme son nom l'indique, c'est très simple, on peut lire et comprendre ce qu'on lit. Parce qu'imaginez que c'est une facture en chinois et vous comprenez pas ce qui est écrit, vous pouvez pas vous fier à ça. Alors, aujourd'hui, avec la révolution informatique, tout a changé. Donc sachez qu'aujourd'hui, si jamais, vous souscrivez à un service qui a ce qu'on appelle un cachet électronique, c'est-à-dire un logiciel qui est capable de certifier que son serveur à ce qu'on appelle un cachet électronique qualifié 2 étoiles, RGS 2 étoiles, vous avez par défaut déjà l'authenticité, l'intégrité pardon et la lisibilité assurée. Donc, vous n'avez pas besoin de produire une PAF. Vous n'avez pas besoin de produire tous les cheminements puisque les serveurs le fait à votre place. Alors, bien évidemment que pour avoir ce type de service, ça coûte plus cher et c'est un petit peu plus lourd de la mise en place, mais ça vous fait économiser aussi du temps de l'autre côté. Pardon. 3e, bonne pratique, des facturations, encore une fois, tous les chemins mènent à Rome, c'est faciliter le paiement. Faciliter le paiement, c'est-à-dire, première chose, heu, votre meilleur allié, c'est la paresse de votre client.
Alors, c'est comment je vous explique ça? Imaginez-vous que vous êtes dans le lit et que vous recevez une facture. Vous allez dire: «Bon, j'ai ma réponse, je vais la faire demain». Donc vous la laissez pour le lendemain. Maintenant, imaginez que vous êtes dans le lit, que vous recevez une facture, mais qu'il y a un bouton payer par prélèvement tout de suite, oui ou non. J'ai dit: «Oui» et là, j'y pense plus. C'est-à-dire, il faut que vous mettez à la place du client dans les contextes les plus fastidieux possibles pour lui, pour que vous facilitez la chose. C'est-à-dire, hem, je vais vous dire, aidez-le à ne pas trop se prendre la tête. C'est à peu près ça. Ensuite, petite topo, envoyez vos factures vite après prestation. Quand vous avez fini une prestation, ne tardez pas trop à l'envoyer parce que plus le temps passe, plus vous nourrissez une forme de lassitude chez le client. Très important, définissez l'échéance. Alors les champions en France, c'est 30 jours après l'émission. Vous faites la facture les 15 du mois, les 15 du mois d'après, il faut qu'elle soit payée. Après, il y a d'autres typologies, d'échéances comme en 30 jours fin du mois. Alors la formulation est un peu abstraite, mais ça veut dire 30 jours à partir de la fin de ces mois-ci. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, vous pouvez aussi mettre à réception. Donc les factures à réception, ça peut marcher, mais attention, à réception, ça ne veut pas dire immédiat. Ça veut dire que vous donnez au client une semaine. C'est ça que ça veut dire. Et sinon, vous pouvez négocier un délai. Si vous négociez un délai, vous pouvez sortir de ces considérations-là. Mais attention, accompagnez vos devis et vos factures des CGV, des conditions générales des ventes. Assurez-vous que si vous envoyez un devis et que la personne l'accepte, les CGV ils soient attachés. En tout cas, qu'ils soient lisibles à partir du devis. Pourquoi? Parce que comme ça, vous pouvez déterminer quel est le délai de paiement et déterminer quelles sont les conditions de paiement. À cela, vous pouvez aussi ajouter, ce qu'on appelle l'escompte, c'est-à-dire un petit cadeau qu'on fait au client s'il paye rapidement. Si on lui fait une facture payable à 60 jours, qui est le maximum d'ailleurs, vous pouvez lui dire: «Si vous payez dans la semaine, je vous fais 5 des remises». C'est ça un escompte. Ensuite, tous les schémas amènent à Rome, cela va de soi, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais il faut proposer plusieurs canaux de paiement. Il ne faut pas se cantonner à un seul parce que là, on minimise les chances d'un paiement agile et rapide. Alors, j'ai mis entre parenthèses les chèques, parce que c'est un mode qui en perd de vitesse. Je pense qu'on est tous témoins du fait que de moins en moins de services acceptent les chèques et on associe de plus en plus les chèques à quelque chose de fastidieux qui est le déplacement vers la banque pour le déposer. En plus, quand vous faites les rapprochements avec les factures, si vous mettez 3 chèques, vous avez le montant total des 3 chèques et vous ne savez pas exactement quel était le montant du chèque. Donc, entre parenthèses échecs, moi je préconise d'éviter petit à petit de travailler avec des chèques et au contraire, je vous invite à privilégier les modes de paiement en ligne. Alors nous, on travaille avec ces 4 là, je connais bien. Donc, on a un paiement carte bleue qui est Stripe, qui est un service américain, qui a le bon côté, c'est qu'il est mondial. En revanche, le mauvais côté, c'est que, les cartes bleues en général, ils ont un plafond des 200-300 € par jour, voire 3 000 € par mois. Donc, là, on reste dans un ratio des montants qui sont, plafonnés et l'autre, problème, c'est, Mathieu qui est un client de nous qui me l'a fait remonter, c'est les délais de réception. C'est-à-dire que les moments où le client paye et les moments où vous le recevez dans la banque, vous pouvez facilement avoir une semaine. Ensuite, prélèvement SEPA, ça c'est quelque chose qui s'est démocratisé de plus en plus. Prélèvement SEPA, ça veut dire que vous avez le droit d'aller prélever chez le client. C'est pas lui qui paye, c'est vous qui allez chercher. Heu, les commissions, vous les voyez, sont notées juste en dessous, 1,5 pour les paiements carte bleue, 1 pour le paiement SEPA. Plafonné à 2 €, ça veut dire que quel que soit le montant, ça s'arrête à 2 €, ça va pas plus loin. Les bons côtés, c'est que c'est un peu moins plafonné que la carte bleue, donc on peut aller jusqu'à 5 000 €. Mais le mauvais côté, c'est que c'est limité à la zone euro. Donc, si vous travaillez avec des Suisses ou avec des Anglais, ça va pas le faire. Ensuite, on a PayPal, qui est les mastodontes du paiement en ligne, heu, qui est performant, qui est, convivial, qui est mondial, qui marche partout. En revanche, qui est le plus cher. 3,4 ça reste, 2 à 3 fois plus cher que les autres.
Et pour finir, j'ai mis FinTexture, qui est une société jeune, une société française qui, propose les virements bancaires directs. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bouton, vous pouvez créer un lien par exemple, c'est un bouton, ça vous envoie dans la banque du client, enfin les clients cliquent les boutons, il arrive dans sa banque et il a une ordre de virement qui est déjà remplie. Ce qui fait qu'il n'a pas à copier-coller les IBAN et cetera. Donc ça lui fait économiser quelques secondes, mais quelques secondes qui sont confortables. Les bons côtés de FinTecture, même si c'est un 1 plafonné à 10 €, c'est qu'il y a pas de limite des montants. Vous pouvez faire des factures de 20 000 € et ça marche. Et l'autre bon côté, c'est qu'il y a pas de rétractation. Parce que si vous faites une vente avec, carte bleue ou prélèvement SEPA, les clients, il a, je crois que de mémoire, je crois qu'il a 15 jours ou un mois pour faire, marche arrière, alors que les virements directs bancaires, c'est un virement et on ne peut pas faire marche arrière. Donc ça, c'est un bon côté. Heu, Ensuite, 4e, bonne pratique, suivez vos paiements. Donc, pourquoi j'ai mis ça? Parce que, on a eu des clients qui se sont retrouvés à pas savoir qui leur devait de l'argent. C'est vrai, ça c'est arrivé. Du coup, ça il me semble important que vous ayez bien en tête, c'est, vous devez avoir un suivi et avec un logiciel, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Je dis peut-être que c'est même pas un sujet pour la plupart des d'entre vous, mais, heu, on a encore des clients qui sont, dans une logique, je note à la main dans une feuille de papier et cetera et qui se perdent dans la paperasse justement, alors que l'informatique vous sort de là. L'informatique, ça vous met dans des rails. Du coup, c'est très important de suivre les paiements pour savoir qui vous doit l'argent, et qui ne doit pas. Ça vous permet donc de relancer surtout les clients en retard. Heu, Complément à ça, si vous choisissez un logiciel ou que vous avez un logiciel, je vous conseille de chercher un qui fait des relances automatisées. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau sur tous les logiciels de facturation. C'est très important que quand vous envoyez une facture, vous soyez serein et confortable pour faire autre chose. La relance automatisée va envoyer un mail la semaine d'après, 2 semaines après, 3 semaines après, pour rappeler à votre client qu'il doit payer la facture. Et ça, normalement, ça s'arrête quand la facture est payée. Donc, si vous avez l'intention de choisir un logiciel, ça me semble être un point très important. À cela, en complément, il faut aussi qu'il y ait des notifications de réception. Ça veut dire que si vous envoyez des mails et vous ne savez pas si le client l'a reçu, ou vous ne savez pas s'il a cliqué, si son mail, existe ou n'existe pas et cetera, ça pour moi pareil, c'est une petite lumière rouge qui s'allume. Cherchez un logiciel qui fasse de la notification des réceptions. Voilà. 5e sujet qui est une bonne pratique aussi, c'est la facturage et le recouvrement. Pareil, en 15 ans de métier, j'ai croisé la route de beaucoup de clients qui ne savaient pas ce que c'était que la facturage. Ils ne connaissaient pas quelles étaient les pratiques de recouvrement. Alors, qu'est-ce que c'est la facturage et le recouvrement? Quand vous faites une facture, vous lui donnez une échéance de paiement, n'est-ce pas? 30 jours, 45 jours, et cetera. Et donc vous avez l'avant et l'après. L'avant échéance et après échéance. C'est pour ça que c'est très important de clairement dire quelle est l'échéance de la facture. Alors, il y a des services qui vous aident à optimiser la trésor. Donc, quand vous faites une facture, admettons, vous êtes content, vous avez fait une super mission pour un gros client, de 50 000 €, sauf que le client vous demande un délai de 60 jours. Vous êtes dans une position où vous devez attendre 2 mois avant d'être payé et des fois, la trésor ne suffit pas pour vivre 2 mois. Donc il y a des services qui existent, qui vous achètent les factures. Donc, la facture fait 50 000, ils vous l'achètent, admettons, 48 000 €. Vous avez les 48 000 € en 2 jours, 3 jours et après eux, les services attendent la fin de l'échéance pour aller demander la totalité de la somme à votre client. Donc ça, c'est une très bonne, solution pour avoir du cash rapidement. De la même façon, quand l'échéance est dépassée, que vous relancez votre client mais il fait le mort, il y a des services qui vous aident à, gérer les recouvrements, c'est-à-dire l'effet d'aller chercher les sous auprès de votre client.
Même mécanique, vous avez 2 types, ceux qui vous font payer un forfait, 10, 15, 30 € pour le faire et ceux qui vont te demander un petit pourcentage de la facture aussi. En moyenne, c'est 3, 4, 5. Après ça dépend jusqu'où ça va les dossiers, mais en moyenne, c'est 5 du montant. Alors en termes des affacturages, nous on a des partenaires, nous on travaille avec affacturage.fr. C'est un centralisateur d'affactureurs, c'est-à-dire que c'est eux, ils font pas d'affacturage, mais ils vous mettent en relation avec des affactureurs, donc c'est comme un comparateur, si vous voulez et ça peut vous aider à simuler. Vous pouvez poser des questions, ils sont très à l'écoute et sinon, on a un autre partenaire qui est belge, lui, il s'appelle Edebex et qui pareil, il pratique l'affacturage à la facture. C'est une par une. C'est ça qui est bien. Après, il y a des services bancaires, mais ça, généralement, ils demandent les postes clients, c'est-à-dire la totalité de facture et à mon avis, c'est beaucoup trop, heu, dans votre cas. Après, il y a, les recouvrements, donc les services qui vont chercher les sous auprès des gens qui ne payent pas. On a 2 partenaires, nous, un qui s'appelle Impayé, qui eux, ils demandent un forfait et qui vont s'occuper du dossier et sinon, Gcollecte qui est un service plus profond. C'est ça veut dire qu'ils vont jusqu'à l'aide d'avocats, voir les procédures judiciaires et là, c'est un pourcentage du montant. C'est-à-dire qu'ils vont s'occuper vraiment de vous. Alors, ce qui est intéressant avec des services de recouvrement, c'est que ça crée une situation impartielle via un tiers qui fait que vous ne cassez pas la relation commerciale avec votre client. C'est vrai qu'il est difficile de contacter votre client, demander qu'il paye, il fait le mort, c'est difficile, on l'appelle, il répond pas, donc ça vient polluer la relation commerciale, donc c'est important aussi de savoir s'appuyer sur des partenaires pour éviter de polluer, la relation. On arrive à le sujet probablement le plus important de tous, c'est les passages à la facturation électronique. Alors, sachez que c'est ce qui va arriver de toute façon. C'est pas une hypothèse, c'est une certitude parce que les lois ont été votées. Donc, facturation électronique, qu'est-ce que c'est? Alors, pour être prosaïque, la facture électronique, c'est un bout de code qui va d'un ordinateur à l'autre. C'est ça une facture électronique et qui respecte un certain nombre de protocoles, d'accord? C'est que la donnée qui va d'un ordi à l'autre. Maintenant, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle une e-facture ou une facture structurée avec une facture numérique, qui est une version papier à l'écran, d'accord? La différence, c'est que la version papier à l'écran, tout n'est pas de la donnée qui voyage, ça peut être simplement une image et donc si on revient à l'exemple par exemple de InDesign, la facture faite par InDesign, ça reste une version papier à l'écran, même si c'est un PDF, OK? Donc facture numérique d'un côté n'est pas facture électronique. La facture électronique, elle répond à des critères. Alors pour que vous compreniez bien la différence entre les 2, j'ai fait une petite métaphore avec les Ah, alors on a perdu, Andrés. J'imagine qu'il va revenir, dans pas très longtemps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Encore, on les note bien et on les posera intervenant dans la deuxième partie de ce webinaire, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Je vois qu'il est de retour. je suis là. On te voit, ça C'est y est, bon? impeccable, ouais, ouais. OK. Alors ça a coupé à quel moment? Bah, on était sur, la facturation électronique et notamment, tu allais expliquer, assez simplement avec un schéma, quelle était, la différence entre la facture numérique et la facture électronique, si je dis pas de bêtises? Oui, oui. Hop, je Alors, est-ce que c'est ça bon? va Je peux s'afficher. lancer à nouveau? Alors pardon, j'ai un wifi qui fait marée basse de temps en temps. Hop. Est-ce que là on est à nouveau Ouais, on sur le voit. partage? C'est bon, vous voyez bien? Ouais, ouais. D'accord. Je disais donc,
Ne pas confondre la facture électronique qui est un protocole avec des contraintes, c'est donc la donnée qui passe d'un ordinateur à un ordinateur, avec la facture numérique qui est les simili de la facture faite sur InDesign ou Excel ou Word, qui est un PDF qu'on envoie à son client. C'est d'ordinateur à ordinateur, oui, mais ce n'est pas la même chose, OK? Et pour vous expliquer la métaphore, je fais un comparatif avec la banque. Envoyer une facture électronique, demain, ce qui va arriver, c'est la même chose que faire un virement bancaire. Alors qu'envoyer une facture PDF, c'est comme envoyer un chèque. L'email peut ne jamais arriver, les PDF, il peut être verrouillé, il peut avoir des problèmes, les clients n'ont jamais reçu, et cetera. Ça, c'est l'équivalent au chèque. Alors que le virement, c'est fait une seule fois et une seule fois même. Vous n'avez pas besoin de faire une deuxième fois le virement, vous n'avez même pas besoin de vérifier. OK? Donc ce qui arrive comme étant facture électronique, c'est l'e-facture qui correspond à un envoi unique de vos documents. Alors, plus techniquement, la facture électronique, c'est un protocole de transmission électronique avec un format précis. Il y en a 4 ou 5, il n'y en a pas 18, et qui assure l'intégrité, l'authenticité et la lisibilité. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour la PAF, la pièce d'audit fiable, ça vient compléter les schémas en entier. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Déjà, ça a une valeur économique, puisqu'on s'économise les imprimantes, les enveloppes, la fabrication de PDF, les logiciels InDesign, et cetera. On est aussi un petit peu plus heu, dans une, comment dire? Un rayon où il y a beaucoup moins d'erreurs humaines, donc tout est plus sûr, il n'y a pas des interprétations possibles et les traitements, vu que c'est électronique, c'est beaucoup plus rapide. Et qu'est-ce que ça produit comme effet? Bah, un paiement plus rapide aussi. Et pourquoi? Parce qu'on ne sait pas des intermédiaires. Les intermédiaires, c'est la poste, c'est un service comptable qui doit valider, c'est aller à la poste mettre dans une enveloppe, et cetera. Donc la facture électronique cumule tous les atouts qu'on a vus jusque-là. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de problème de conformité puisque c'est automatique. On n'aura pas de problème de traçabilité puisque tout est répertorié. On n'aura pas de problème de paiement puisqu'on va proposer des services, complémentaires. On aura le suivi parce que tu vas être répertorié et en plus, il y a une couche de sécurité parce que c'est un circuit fermé et l'économie, vis-à-vis du papier que ça amène. Alors là, qui est concerné par la facture électronique qui va arriver? Tout d'abord, tous ceux qui payent la TVA. Donc, tous les sociétés qui payent la TVA vont être concernées par la facture électronique. Pourquoi? Parce que l'État veut savoir où est la TVA. Ensuite, à ça s'ajoute une deuxième couche, c'est tous ceux qui payent la TVA et qui font des ventes B2B. B2B, c'est business to business ou boutique à boutique si vous préférez, entre professionnels. Et en revanche, si vous faites des ventes à des particuliers ou à l'étranger, c'est plus une facturation électronique qui va vous être, demandée, mais un e-reporting. On reviendra dessus. Alors pour quand c'est cette histoire de la facture électronique? Et ben, ça a été un sujet qui a été voté en 2023, ensuite 2024, ça a été décalé aujourd'hui pour 2026. Donc, on à la rentrée de l'année 2026, donc quasiment dans 2 ans, les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, on parle des quoi? Je crois que c'est 500 employés, 500 salariés, heu, eux, ils vont être dans l'obligation d'émettre des factures électroniques et des e-reporting. Encore une fois, facture électronique, c'est B2B, e-reporting, c'est quand ils vendent à des particuliers ou à des étrangers ou à des services étrangers. Donc, quand on dit grosse entreprise, elle est obligée d'émettre des factures électroniques, on dit par ricochet que tout le monde doit être en capacité de les recevoir. Donc, nous tous, on est concernés par la réception. Au 1er septembre 2026, on doit tous être capables de recevoir une facture électronique. Et l'année d'après, donc rentrée 2027, là, on va être concerné par l'émission des factures électroniques et l'e-reporting aussi. Donc l'e-reporting, c'est
c'est un peu le petit frère numérique de la déclaration de TVA. En gros, en fonction de votre régime de TVA, vous allez être tenu d'envoyer des synthèses des ventes aux particuliers et aux services étrangers au fisc. Un peu pareil calqué sur la déclaration de TVA. Alors, comment ça va fonctionner? Heu, donc vous allez entendre parler beaucoup des dispositifs à droite à gauche, je vais vous expliquer. En gros, à force d'entendre tout ça, j'ai trouvé que la meilleure métaphore pour l'expliquer, c'était la métaphore de l'aéroport. Donc, quand vous prenez un avion quand vous prenez un avion, vous allez à l'aéroport. Vous savez que l'aéroport, c'est un circuit fermé d'aéroport à aéroport. Vous savez que pour pouvoir rentrer dans un avion, vous devez passer un contrôle de passeport. Vous savez que l'aéroport, ça peut être un aéroport privé, comme ça peut être un aéroport public. Et quand vous rentrez dans un avion, vous payez une ligne aérienne. D'accord? Donc, ça vous est naturel. Vous montez dans l'avion décolle à un autre aéroport. Et là, tout ça, tout ce qui se passe d'aéroport à aéroport est monitoré par une tour de contrôle qui voit les avions qui décollent et les avions qui arrivent, pour ensuite, à la fin, arriver à destination. D'accord? Donc, la facture électronique, c'est à peu près calqué sur la même chose. C'est la même chose. C'est-à-dire, vous allez avoir donc, à gauche les fournisseurs, vous qui faites une facture, et à droite les clients, donc celui qui va recevoir votre facture. Lui, il va envoyer sa facture dans ce qu'on appelle une plateforme dématérialisée partenaire, ou la plateforme publique, des facturations. C'est le carré gris, hein. Mais pour pouvoir l'envoyer, il va falloir qu'il passe un contrôle de conformité. Donc, on revient au policier qui regarde les passeports pour voir si tout va bien. La facture, elle va encore décoller via ce qu'on appelle un opérateur de dématérialisation, donc un service, un logiciel qui va porter des services pour vous. Donc effectivement, c'est notre société, donc ça serait un peu l'équivalent d'Air France. Et après, on arrive dans l'aéroport du client, qui est aussi, lui, une PDP ou une PPF, qui va livrer la facture. Dans tous ces processus, vous avez les petites flèches bleues qui vont vers la tour des contrôles, qui est dans ces cas-là, et la direction générale des finances publiques, les impôts. Donc, eux, ils vont voir qui décolle et qui arrive et qui fait quoi. C'est ça qui va se passer. Donc, sans émettre un jugement de valeur, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Donc, de la même façon que vous faites des virements avec vos clients, avec vos amis, avec vos parents, euh, et vous êtes habitué, demain, vous allez être habitué à envoyer vos factures via ces circuits qui est un circuit protégé, un circuit fermé. Voilà. Donc, en conclusion, et j'arrive à la fin de la présentation, même si, la facturation devient de plus en plus cadrée, de plus en plus conventionnée, de plus en plus, oui, carrée, paradoxalement, elle devient de plus en plus simple. C'est-à-dire que vous allez avoir grosso modo un logiciel pour émettre les factures, qui va être probablement le même pour les recevoir, et on va compléter avec des factures d'achat pour pouvoir avoir simplement les 2 perles qui constituent tout le collier de perles qui est la chaîne de comptabilité. Et pour cela, il y a des applications à Google. Il y a beaucoup de services qui peuvent vous accompagner. Si jamais, vous vous avez du mal à comprendre, vous avez toujours un peu du mal à voir les comment, les pourquoi, sachez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus des services en ligne, des gens qui vous accompagnent, des gens qui sont tout à fait accessibles. Il y a des assistantes administratives qui peuvent vous accompagner sur les parties que vous comprenez moins. Il y a beaucoup de formations aussi. On a des partenaires, par exemple Amélie.fr, qui vous accompagnent dans la professionnalisation de votre activité. Il y a les organismes agréés de gestion et bien évidemment, il y a les experts comptables. Et tous ces beaux mondes est cadré par la Maison des artistes. Donc si jamais vous cherchez de l'assistance ou de l'aide, bah, il y a la Maison des artistes en premier lieu et puis, il y a moi-même qui suis derrière si jamais il y a d'autres questions. Voilà. Merci beaucoup, Andrés, pour cette présentation très claire et instructive aussi.
On a eu beaucoup de réactions de la part des personnes dans le chat. Il y a presque 200 personnes qui ont suivi enfin, ce webinar, cette présentation. Et du coup, si tu veux bien, on peut revenir un petit peu sur un peu chronologiquement. On va revenir sur certains points de la présentation que les artistes n'ont pas forcément compris ou sur lesquels Mmh. pointus. Euh, Parfait. alors, est-ce donc Frédéric qui nous dit, si j'ai bien compris, c'est donc obligatoire d'avoir une compta sur un logiciel de gestion. Alors, les mots, c'est facturation, c'est pas compta, ou plus exactement pré-compta. Alors, moi, je fais un logiciel de gestion commerciale qui est un logiciel de et factures, mais c'est pas un logiciel de comptabilité. La comptabilité, c'est quelque chose de très précis. La facturation, c'est une petite partie de la comptabilité, OK? Alors, je dis ça parce que vous pouvez avoir des logiciels de comptabilité qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus grands et vous pouvez aussi avoir un logiciel de facturation uniquement. Vous pouvez avoir un logiciel des facturations des ventes et vous pouvez avoir un logiciel des factures d'achat, par exemple. La granulité, elle peut aller loin, mais c'est pas de la compta proprement parler. En tout cas, la question, c'est est-ce qu'il faut s'armer d'un logiciel pour gérer la facture? La réponse est oui. Oui, et on va pas y échapper. Je pense que l'époque où on pouvait faire des factures, aller de façon relax avec Word ou dans les coins d'une table, c'est révolu. De la même façon que les billets, vous voyez, ils disparaissent petit à petit au bénéfice des transactions un peu numérisées. Et tu fais bien de préciser que oui, il faut pas confondre comptabilité et facturation. Effectivement, il y a d'autres artistes qui font cette confusion. Par exemple, Sylvie, du coup, elle nous dit, si on a une compta déjà bien suivie et à jour, peut-on être pénalisé si on n'utilise pas de logiciel? Mais, Alors, quels sont les risques? Ouais. oui, oui, la réponse est oui, on peut être pénalisé en cas de contrôle fiscal. Donc, en fait, c'est une bonne question parce que ça pointe du doigt le fait que tant que tout va bien, enfin jusqu'ici tout va bien. Tant que le problème c'est pas la chute, c'est l'arrivée en fait. Heu, oui, la réponse est oui, on est dans une situation problématique. Alors la situation problématique, elle peut perdurer pendant des années tant que personne met son nez dedans. Mais si le fisc met son nez dedans, là ça va être plus que problématique, ça va être douloureux. Et là, Donc c'est c'est pas le notre cas compte à jour. actuellement encore? Non, c'est pour l'instant, on a encore un souci. Sourcil, pardon, avec R, sourcil. Il y a une tolérance encore 2 ans. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'ici 2 ans, ça va devenir, heu, très cadré. Alors, Mhm. vous voyez la métaphore avec l'aéroport? Aujourd'hui, on est encore à décoller et atterrir dans des avions un peu dans les champs. On est dans une forme informelle des aviations. Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir un truc qui va cadrer l'aviation et que les avions, pour pouvoir décoller et atterrir, il va falloir qu'ils passent par des aéroports. Et pour entrer dans l'aéroport, il va falloir son permis des pilotes. C'est ça qui arrive, d'accord? Donc aujourd'hui, oui, on peut encore décoller et atterrir dans un champ parce que s'il y a une tolérance, mais cette tolérance, elle va partir. Elle va pas tarder à s'arrêter. Et avoir son permis, comme tu dis, est-ce que l'équivalent, ça serait faire appel à un service de facturation? Oui, je pense que c'est plutôt ça, oui. Après, il y a les services de facturation, peut-être que l'État aussi va proposer, je sais qu'il y a des pays où c'est l'État qui fournit un logiciel. Heu, je pense que l'État français, ne le fera pas parce que sinon il va y avoir beaucoup des mécontents. Mais oui, avoir un permis, égale, être équipé et être équipé égale avoir un logiciel. OK. Une question de Monique qui nous disait: «Est-ce que vous avez une recommandation pour un logiciel gratuit de facturation?» Alors c'est une bonne question. Première chose, Monique, gratuit, attention parce qu'il y a beaucoup de pièges. Heu, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ça, c'est 1re chose, mais ça vous le savez avec Facebook et tous les réseaux sociaux, mais heu, oui, il y en a un qui s'appelle Henri. Alors je vais revenir sur la slide où il y avait
Il y en a un qui s'appelle Henri qui est euh, ici. Voilà, ici. Henri. Celui-là, il est gratuit. Mais il est gratuit dans une certaine mesure. Après, ça devient payant. Et la plupart des logiciels qui sont gratuits, comme c'est vous le produit, ils deviennent payants tôt ou tard. Donc là, il y a une piste pour gratuit. Mais après, Bon, c'est des versions d'essai, ouais. souvent les freemium, c'est le marche-pied pour la version payante. C'est comme ça. C'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est que c'est comme ça. Après, euh, moi, ce que je comprends de la question, c'est j'ai démarre mon activité, j'ai pas beaucoup de sous, je me vois pas payer un logiciel pour quelque chose qui peut arriver très occasionnellement. Donc, je fais 3 factures à l'année, je me vois pas payer 30 € par mois pour avoir un logiciel. C'est ça que j'entends. Et je comprends la question. Alors, je pense qu'il faut chercher parce qu'il y a des offres de plus en plus cadrées selon les besoins. Heu, il y a nous-mêmes, on a cette année, on s'est calé sur les normes des factures. Donc on a une offre entrée de gamme parce qu'on sait que la facture électronique arrive et qu'il va y avoir beaucoup des, des Nicoles sortis de l'école, c'est-à-dire des personnes, des gens qui sortent de l'école, qui démarrent dans le monde du travail et qui, n'ont pas les moyens de se payer un logiciel complet, mais qui veulent quand même aller à l'entrepreneuriat. On a adapté des offres pour ces gens-là. Donc, cherche bien Monique, je pense que tu peux trouver des offres, avec peu de factures si c'est une question de quantité de factures, mais qui va être, calé au portefeuille. Une autre question, un petit peu par rapport aux logiciels et aux terminaux de paiement. Pascal qui nous dit facture et paiement par SumUp. Votre avis? Alors SumUp, c'est la caisse. Faut faire la différence entre la facture où il y a l'émetteur et le récepteur et le ticket de caisse où il y a juste l'émetteur. Quand vous allez, dans un commerce et vous achetez quelque chose, vous avez le ticket de la caisse, n'est-ce pas? Le ticket de caisse, il y a pas votre nom dessus. C'est pas une facture, c'est un ticket. Donc c'est un monde à part. Maintenant la question c'est, est-ce que, on peut lier la facture avec un terminal SumUp? C'est ça la question? Bah, est-ce que oui, voilà, c'est ça, exactement. Je pense que est-ce que c'est conforme? Est-ce que c'est Alors possible de faire de la facturation avec SumUp? oui, c'est possible. Tout est possible en informatique, ça c'est la première chose. Heu, 2e chose, les donc quand on fait un achat dans un commerce, c'est ce qu'on appelle du B2C ou du ticket de caisse, OK? Maintenant, si vous êtes une entreprise qui venez acheter, quelque chose au nom, de l'entreprise, les tickets de caisse, au-delà de 150 €, les commerçants est obligés de vous fournir la facture. Vous pouvez exiger la facture à partir de du ticket de caisse. Je répète, c'est clair? J'achète un clavier, par exemple. J'achète 500 € un clavier. Sauf que j'ai le ticket de caisse de la Fnac. Je suis en mesure de pouvoir dire à les Fnac: «Attendez, le ticket de caisse, c'est très bien, mais moi, il me faut une facture pour justifier les 500 €». Donc, les commerçants doivent me fournir une facture. Donc, dans l'exemple SumUp, ce que je vois, c'est que c'est un billard à 3 bandes. C'est-à-dire qu'on fait un ticket de caisse à partir de SumUp et en fonction du montant, on peut créer la facture qui va avec. Donc la réponse est oui. On peut créer une chaîne vertueuse entre l'achat et la facture. D'accord. Et qu'est-ce que tu en penses au niveau des conditions tarifaires proposées? Enfin, je sais pas si tu as un avis là-dessus, hein, je sais pas. Les conditions tarifaires de Est-ce que qui? tu les De connais? SumUp? Ouais, de Non, SumUp. je connais pas, D'accord. je connais pas. Ok. Une question de Karine qui nous dit Oui, et le RIB sur la facture quand durer son RIB? c'est très bien, c'est important de donner tous les chemins mènent à Rome. C'est très important de donner tous les éléments, nécessaires pour que les paiements se fassent rapidement. Alors nous, ce qu'on pratique, dans Factomans, c'est que on a d'un côté les RIB et l'IBAN dans la facture. On peut même mettre les noms du destinataire du chèque si vous voulez et en même temps, on propose des systèmes de paiement en ligne.
et non pas un, on peut avoir jusqu'à 4. Donc là, l'histoire, c'est d'émettre tous les l'éventail des possibles pour que le client paye. Donc la réponse est oui, c'est une très bonne pratique. Mmh. Une majoration si facture non payée après 3 mois. Elle nous précise: «Les Oui, institutionnels en Guadeloupe payent à 12 mois». alors, C'est possible? Guadeloupe, Guadeloupe, c'est un peu différent, de la métropole. Je connais pas tout le détail de la Guadeloupe. En revanche, la réponse est oui, à partir du moment où on dépasse l'échéance, par loi, on a un pourcentage du taux d'intérêt légal qui peut multiplier le montant, donc les majorer en fonction d'une pénalité, plus 40 € par défaut. Donc, heu, je ne sais pas si je peux vous montrer un exemple, mais en gros, toutes les factures que nous on émet, ils sont écrits, et il y a l'escompte, le taux de pénalité et les 40 €. C'est écrit. Ça veut dire que la personne est prévenue que si elle ne paye pas à échéance, elle va être pénalisée. Elle le sait. Sauf que la réalité, c'est que personne ne le fait. Pourquoi? Parce que quand vous avez construit, vous avez tardé, allez, 6 mois, 1 an à construire pour faire une vente, parce que ça a été un processus long, vous n'avez pas envie de les casser parce que le gars, il n'a pas payé une semaine après l'échéance. Donc exiger la pénalité, c'est s'exposer à une cassure commerciale, cassure de la relation, j'entends, OK? Donc la plupart des gens préfèrent temporiser, chercher une solution, voire passer par des tiers des recouvrements par exemple, mais pas casser la relation. Après ça se passe mal, ça c'est une autre histoire, ça se passe mal, ça se passe mal, vous êtes dans vos bon droit d'exiger les pénalités. Mais en tout cas pour la question, la réponse est oui. 3 mois plus tard, vous êtes en position d'exiger une pénalité, oui. Très bien. Et bah, justement, par rapport au recouvrement, il y en a eu quelques questions, enfin, recouvrement et affacturage. Joël, par exemple, qui nous dit: «L'affacturage peut-il se faire par une association avec une banque ou autre?» J'ai pas compris la question. Est-ce que Est-ce que l'association peut demander un affacturage? La réponse est oui, parce qu'une facture, c'est une facture, peu importe l'affacturage qui peut-il se l'émet. faire par une association ou avec, l'aide d'une banque? Peut-être, Oui, il y a des banques qui proposent l'affacturage, mais attention, il faut séparer l'affacturage à la facture de l'affacturage bancaire qui est au poste client. Les postes clients, ce sont toutes les factures du même client. Les banques n'aiment pas travailler à la facture. Ils aiment travailler au poste client. OK? Si vous avez fait 10 factures avec les clients Antoine, c'est les 10 factures qui vont passer à l'affacturage. Alors que les services que dont je vous ai parlé, ils les font à la facture, à l'unité. C'est ça la différence. Donc oui, la réponse, l'association peut faire appel à un facturage, je pense que oui, et peut demander à sa banque, oui aussi. Mais attention avec ces petits hic qui est, est-ce que c'est à la facture ou est-ce que c'est au poste client? très bien. Et bah, peut-être on aurait dû commencer par la question de Bruno qui voulait qu'on revienne sur la différence entre, l'affacturage et le recouvrement. Est-ce que tu peux nous redire 2 mots Alors là-dessus, s'il te oui, plaît? bien sûr. Antoine, par exemple, je te vends une voiture, tu vends une voiture, OK? Donc je te fais une facture de la voiture pour, admettons 10 000 €. Sauf que, tu me dis, OK, je t'achète la voiture, mais je peux te la payer qu'en fin d'année, en 3 mois. Je dis: «OK, bon, d'accord, OK». Je te vends la voiture, je te fais la facture, mais elle est payable dans 3 mois, en fin d'année. Mais je vais pas attendre d'ici la fin de l'année. C'est trop long, OK? Et donc, plutôt que d'attendre 3 mois, et j'exagère l'exemple, je vais faire appel à l'affacturage qui va m'acheter la facture. En réalité, c'est toi qui vas attends, je me suis perdu dans l'exemple. Heu l'argent, c'est toi qui me le donnes, donc plutôt que d'attendre toi 3 mois, je vais aller vendre la facture, à quelqu'un, c'est ça? Un service d'affacturage qui va me donner 95 ou 97 du montant tout de suite, dans les 2 jours, et c'est cet organisme qui va attendre jusqu'à échéance pour que tu lui payes en totalité.
Est-ce que c'est clair l'exemple? Là, je me suis Ouais, perdu un peu dans mon exemple. ouais, il me semble que Donc oui, l'affacturage, je vois. c'est avant échéance. L'affacturage n'a que faire d'une facture en retard, c'est pas son problème. L'affacturage, c'est: je vends ma facture pour être payé le plus rapidement possible. Vous comprenez? Ouais, d'accord. OK, ouais, ouais, tout à fait. Là, c'est l'affacturage. Après échéance, quand la facture est déjà en retard, là, on rentre dans les terres du recouvrement. Le recouvrement, c'est pour récupérer l'argent parce que le client ne l'a pas payé. Donc c'est pas la même optique, OK? L'affacturage, Mmh. c'est un acte que vous faites pour avoir l'argent rapidement. Le recouvrement, c'est un acte pour demander à quelqu'un d'aller chercher un argent qui est en retard. D'accord? D'accord, oui. Est-ce que c'est plus clair pour l'ami qui a posé la question? Alors, Bruno, il faudra que vous nous disiez dans le chat, si c'est plus clair pour vous. En tout cas, oui, oui, effectivement, j'ai mieux compris, personnellement. Hem, alors, ouais, Monique qui nous dit, «Lorsque l'on démarre son activité ou et que celle-ci est encore petite, dans un logiciel de facturation est lourd, peut-on s'en sortir, avec un logiciel gratuit répondant aux normes à respecter?» Donc ça, en fait, c'est Oui, un petit peu la question que tu nous as dit tout à l'heure, oui, faut bien chercher. oui, oui, la réponse est oui. S'il respecte un peu les bonnes pratiques dont on a parlé, la réponse est oui. Alors je l'ai les questions là aussi. Michel qui nous dit: «Peut-on utiliser un seul logiciel de facturation avec une seule série de factures qui se suivent pour facturer 2 activités différentes, auto-entreprise et artiste, avec donc Oui, 2 à déclarations condition que ça URSSAF?» soit Ouais, oui, à condition que ce soit le même siret. Si c'est 2 sirets différents, c'est 2 activités différentes, là, il faut séparer. Il faut avoir deux compteurs. On peut d'accord, avoir un siret et avoir une activité A, une activité B avec les mêmes sirets. Ça, c'est pas un problème. OK. Alors, une autre question de Margot qui nous dit, «Est-on légalement dans l'obligation d'ouvrir un compte en banque dédié à notre entreprise?» Ça, c'est une bonne question. Je sais pas, je connais pas la réponse. Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, je vois mal, la gestion de l'argent sans un référent bancaire. Je En revanche, il y a beaucoup de néobanques, il y a beaucoup de services qui sont des simili bancaires, qui ressemblent à des banques, ne sont pas des banques, type Revolut, N26, enfin il y a des services type Compte aussi. C'est pas des banques en tant que telles, mais c'est tout comme. Mais c'est une bonne question. Je sais pas, je connais pas la réponse. J'imagine que non, mais j'ai jamais vu un papier fiscal qui exige, un compte bancaire. D'accord, peut-être que Victoria, ou Capucine, pourront aussi, nous éclairer. Peut-être qu'on a la réponse, écrite sur notre site internet, je ne sais pas. Une question de François Charles qui nous dit: «Comment faire pour changer de système en cours d'année entre facture non conforme et e-facture?» Alors, le plus important, c'est que la numérotation, se suive. Ça, c'est le plus important. C'est, ici, c'est ça. Voilà. C'est l'échelle qui est ici. Si, l'ami, il arrête à la facture 56 et qu'il change de système, il faut que la nouvelle facture dans le nouveau système, ça soit la 57. C'est ça l'important. Donc c'est pas tellement après c'est inconfortable dans les suivis, parce qu'on va pas avoir les 57 premières factures de l'année, mais l'important c'est que la numérotation se suive. C'est ça l'important. Après, ça dépend du Mmh. service qu'il choisit. Peut-être que, par exemple, nous, dans notre cas, quand on a un client qui arrive avec une vieille facturation, s'il n'a pas fait trop de factures en début d'année, on l'invite à refaire les mêmes factures dans notre système. C'est-à-dire que dès janvier, il refait les 14-15 factures qu'il a déjà faites avec les mêmes numéros, parce que c'est la même chose. Comme ça, il a une visibilité sur l'année. Autrement, il démarre là où il arrive avec les numéros qui correspondent. D'accord, et peut-être que ça rejoint la question de Martine qui nous dit: «Comment faire pour harmoniser des factures sur carnet papier et des factures, par exemple, issues de ventes de plateformes de vente en ligne?» Comment fait-on pour harmoniser, ces différents types de factures?
Alors, je comprends la question, c'est comment on centralise tout ça dans un seul et même système, c'est ça que je Ouais, je comprends? pense que c'est ça, oui, tout à fait. Alors, 2 choses, importantes, les montants et le numéro de la facture. Si vous faites une facture papier et qu'il a 57 qui facture 500 €, si vous la recréez numériquement dans un système des logiciels de gestion, bah, il faut qu'elle fasse 500 € et qu'il soit la numéro 57 aussi. Comme ça, l'expert comptable ou la comptabilité sait que c'est la on parle de la même chose. Vous pouvez faire un équivalent numérique. Si c'est le même numéro, c'est le même montant. Après, pour tout ce qui est vente en ligne, donc c'est des quoi? Des d'e-commerce, un truc comme ça? Oui, je pense les sites d'art, Alors de vente d'art en ligne, à mon avis. alors généralement, quand on vend de l'art en ligne, on passe par des plateformes qui fournissent une forme de facturation. En tout cas, qui fournissent heu, quelque chose qui s'approche d'une facturation. Donc là, pareil, je pense que le plus simple, c'est soit on fait une numérotation parallèle avec l'activité, on ne la mélange pas avec la numérotation centrale. Donc on fait deux numérotations en parallèle. Soit on hérite du site, mais il faudrait voir dans quelles conditions. Si c'est une vente simple sans facturation via un site, de vente en ligne, on peut créer la facture manuellement ou via API, à partir du site, oui. OK. Enfin, mais il me manque un peu d'infos pour ces cas-là, mais Mmh. et puis il y a l'autre cas de figure, c'est l'e-commerce. Quand il y a des plateformes d'e-commerce, vous vendez, je sais pas, admettons, vous vendez des des dessins ou des illustrations, qui se vendent au kilomètre, admettons, que vous faites 15 ventes dans la semaine ou 15 ventes dans la journée, pourquoi pas. Et ben là, vous faites un total de la journée et vous faites une facture pour le total de la journée. Là, vous avez un comportement qui est très similaire à ce qu'on appelle les 7 des caisses, qui est le résumé des ventes d'une caisse dans la journée. Donc on peut faire une facture de toutes les ventes de la journée, c'est ça que ça veut dire. Question de Catherine qui demande un conseil: comment faire lorsque l'on vend en direct en expo? Elle est en galerie, elle vend une œuvre d'art. Comment faire, sa facture dans ce cas-là? C'est une bonne question. Hem, alors, il y a les réflexes les plus évidents, c'est on sort son téléphone et on fait la facture sur le téléphone, ça on peut le faire. C'est fastidieux, c'est pas le moment, c'est pas vraiment les conditions. Le mieux, c'est simplement de prendre les coordonnées du client et lui envoyer la facture plus tard. Ça, c'est le mieux à faire. Allô? Ça a bloqué? Allô, allô? Désolé pour, cette coupure. Ma connexion est un peu capricieuse là aussi, hein. Oui, pardon, j'ai rien fait. Chef, j'ai rien fait. Alors, heu, est-ce qu'on était, on avait fini sur la question? Ou ça a coupé? Allô? En direct. Oui, tu avais déjà pas mal répondu à cette question, effectivement. Oui, j'avais dit que bon, il y avait la solution du téléphone et que sinon le plus simple, c'était de prendre les coordonnées du client et lui envoyer la facture plus tard. Tout à fait. Hem, alors, j'ai perdu un petit peu les questions qu'on avait mis en favoris, mais il m'en reste quelques-unes. Heu, est-ce que les conditions générales de vente doivent être indiquées? Et si oui, où et comment?
Alors, est-ce que c'est une obligation? Non, mais est-ce que c'est conseillé? La réponse est oui, c'est conseillé parce que ça met un précédent en cas des problèmes. C'est comme louer un appartement, vous avez un contrat de location, tout est stipulé et comment les mettre? Ben, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une facture en devis et on l'ajoute au PDF. C'est-à-dire que nos PDF, ils sont la pièce jointe juste à côté. Il y a le devis avec les chiffrages et puis il y a les CGV qui sont collés dans le même PDF. Comme ça, on peut pas dire qu'on les a pas vus. Après, on peut très bien faire un lien dans une devis, une facture vers les CGV qui ça peut être dans un site ou ça peut être en pièce jointe, en PDF, dans l'email avec lequel vous l'envoyez. Très bien. Une question de Marie par rapport à la réalisation de devis. Elle nous Mmh. demande comment faire, est-ce que c'est possible d'indiquer au client que le devis et le prix du coup peut augmenter en fonction de l'évolution du prix des matières, premières qui ont servi, à faire les œuvres ou de la difficulté du chantier dans le cas d'un délai de réalisation du devis et de livraison d'une commande? Oui, la réponse est oui, bien sûr. Tout dépend de la relation commerciale que vous avez avec votre client. En fait, n'ayez pas peur de choquer le client dans la mesure où vous êtes clair. Là où ça peut poser problème, si vous pensez que ça choque les clients. Non, au contraire, d'une, un devis, ça a une durée de vie. Vous dites: «Le devis est valable à ces prix-là est valable 15 jours», donc 15 jours, ça peut-être que ça va changer et 2, en fonction de l'articulation d'un projet ou la réalisation d'une œuvre, les matières premières sont sujettes à des aléas, à divers et variés. Vous devez les signaler. Après, il faut aussi, que ça soit parlé avec les clients et que ça soit clairement énoncé parce que ça, c'est les quiproquos, ils viennent toujours des problèmes de communication et donc tant que c'est discuté, tant que c'est parlé et tant que c'est limité, parce qu'attention, il ne faut pas non plus que ça soit la porte ouverte à monter le prix, très haut, je pense qu'il y a aucun problème. Mmh, OK. Mmh, question d'Axel. C'est revenu plusieurs fois ce sujet de Chorus. Elle nous demande: «Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert Chorus Pro et si on doit les utiliser en tant qu'indépendant? Est-ce un logiciel de facturation électronique?» OK, bonne question. Alors Chorus Pro n'est pas un logiciel de facturation électronique. Chorus Pro, c'est la plateforme pour facturer l'État. C'est ça Chorus Pro. Par exemple, vous faites une œuvre que vous vendez à une école ou à un ministère ou à une collectivité locale. Si vous voulez vous faire payer, vous devez envoyer votre facture via Chorus Pro. Chorus Pro, c'est le portail de l'État. Vous, en tant que privé, vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Chorus Pro. Ça n'a pas de sens. Vous êtes celui qui envoie la facture, c'est pas celui qui reçoit la facture. En revanche, Chorus Pro, c'est l'antichambre à la facturation électronique que je vous ai expliqué. Si je reviens ici, sur la partie facture électronique, ici, je ne sais pas si vous voyez l'écran toujours. Oui, oui, impeccable. Voilà. Chorus Pro va devenir ce qu'on appelle la PPF, portail public des facturations. Et ça va être un aéroport. C'est toujours pareil, c'est la même idée. Le Chorus Pro aujourd'hui, c'est l'aéroport de l'État pour aller lui envoyer des factures. Mais c'est pas en soi un service, pour des privés, non. D'accord. OK, bah, très bien. Hem, une autre question de Christophe qui nous demande: «Doit-on absolument faire un devis avant facturation?» Non, on ne doit pas absolument faire un devis avant, mais je te conseille vivement de faire un devis en amont pour avoir une piste d'audit fiable, pour avoir la trace qui mène à la facture. Un devis, c'est une étape, heu, pas obligatoire mais nécessaire. OK. Regardez, je vais essayer de trouver un exemple pour vous expliquer. C'est un exemple un peu idiot, mais admettons que vous vendez, un service à quelqu'un. Vous vendez un service à une dame. Vous dites: «Oui, envoyez-moi la facture, pas de problème». Entre-temps, la dame décède.
c'est la vie, ça arrive. Et son mari prend la facture, il dit: «Mais attendez, c'est quoi cette facture?» Il dit: «Bah, c'est madame, elle m'a demandé un service, mais elle me l'a pas payé». Il dit: «Bah oui, mais il est où le devis qui dit qu'elle a accepté? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai?» Vous voyez l'exemple est un peu extrême, mais l'idée c'est, heu, comme les traces des pieds dans le sable, il faut qu'il y ait un cheminement qui mène à la facture et tant que vous l'avez pas, vous risquez de vous retrouver dans des situations comme ça. Alors, la réalité, c'est que ça n'arrive que très rarement, mais quand ça arrive et que vous êtes dans une mauvaise posture, ça fait mal. Voilà. Donc Mmh. Christophe, c'est ça Christophe? Oui, je te Ouais, conseille de faire Christophe, le oui. devis. Je te conseille de faire le devis, oui. Si OK. le client a dit bon pour accord et qu'il a signé, tu peux tranquillement facturer. Une question de Céline, qui c'est une question qui a été posée plusieurs fois. Est-ce que être assujetti à la TVA nous oblige dès à présent à faire des e-factures? Non, les e-factures vont devenir obligatoires pour les TPE et les PME, c'est-à-dire les unités entrepreneurs des moins de 50 personnes, à partir de septembre 2027 et à ces moments-là, oui, à ces moments-là, tu vas être obligé de faire des factures e-factures. Heu, c'est Très bien, juste ici, voilà. parfait. Bah, écoute, on a déjà répondu à beaucoup de questions. Hem, je n'en vois pas d'autres là, qui arrivent. Enfin, il y en a une dernière, de Caroline, qui peut clôturer ce webinaire aussi. Elle nous demande le tarif de Factomos. Est-ce que tu parce que c'est vrai qu'on l'a pas parlé et vu que les adhérents Heu, ont une réduction, oui, est-ce que ça vaut bah, je vais être très franc avec vous, l'idée c'était pas des ventes du Factomos, c'était pas l'idée. Je remercie aussi la question, mais heu les tarifs de Factomos, c'est 5, 15 et 30 € par mois. 5 € par mois pour faire 30 factures à l'année, 15 pour avoir pas de limite de facturation et 30 € par mois, c'est, illimité en facturation, illimité en utilisateurs et 2 accès bancaires. Parce qu'on peut brancher les encaissements et décaissements avec les factures des ventes et les factures d'achat. Donc retenez, 5 € par mois pour 30 factures électroniques. Les devis illimités, bien sûr, heu et on a aussi un pack gratuit qui est en train d'être mis en ligne, où il y a 5 factures incluses, mais ça, c'est plutôt pour voir un peu les débutants. C'est pour les débutants. En tout cas, très bien. dans les PDF, il y a mes coordonnées. Si jamais vous avez des questions, vous voulez tester, moi avec grand plaisir, il y a pas de problème et si vous avez d'autres questions aussi, vous pouvez me contacter. Je suis issu de la maison des artistes, j'ai connu les parcours de la plupart d'entre vous donc heu, sentez-vous libre de me poser des questions, il y a aucun problème. Ouais, je vous ai mis dans le chat, le lien aussi pour, la page, solutions et outils professionnels, les partenaires de la MDA, dans laquelle on retrouve Factomos avec, aussi une petite descriptive de l'offre, le lien également. Voilà. On mettra dès demain, le replay de ce webinar, dans notre disponible directement dans l'espace adhérent, donc réservé aux adhérents de l'association. On y joindra également, la présentation en PDF dans laquelle, vous pourrez, retrouver ces informations et également le lien pour, en savoir plus sur Factomos. Voilà, donc bah, écoutez, merci à toutes et à tous d'avoir été présents, ce soir pour ce webinar. Merci à Victoria et Capucine qui ont modéré le chat. Merci à Andrés, également. Merci beaucoup, hein, pour, ces informations, ces précisions. Bah, merci à vous, l'équipe, à Capucine, Victoria, Antoine et Aurélie et merci à tous les participants parce que ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Exactement, tout à fait. Heu, j'en profite, bah, juste Ah! vas-y, Oui, Andrés. n'hésitez pas si vous avez d'autres problématiques en cours de route, à les envoyer à Antoine, si jamais pour, continuer vers les prochaines étapes, parce qu'il va y avoir d'autres étapes qui vont arriver de toute façon et avec grand plaisir pour répondre et préparer des réponses à vos questions.
pour un futur webinaire très bonne bientôt. remarque. Ouais, je profite juste de ces derniers mots pour vous dire que le 30 mai, dans 15 jours, jeudi, dans 15 jours, on aura un webinar qui sera le dernier avant l'été sur les successions d'artistes, comment l'organiser, quels sont mes droits. On reviendra sur ce webinar avec Pauline Gendreau, qui est juriste à la DAGP. Donc, bah, merci encore à toutes et à tous. Et puis, merci Victoria, merci Andrés, merci Capucine, et à Merci. bientôt. À Merci à bientôt. Bonne tous et soirée. à toutes. Ciao, ciao. Bonne Bonne soirée. soirée.